On va revenir en France, on va avec Antoine Roy, qui est directeur du département vie sociale et habitat de l'APD Alsace, qui va nous parler effectivement de l'institution spécialisée et puis effectivement de la manière dont il s'inscrit à la construction d'une société inclusive. Oui, donc merci. Donc bonjour. Alors ce sera un propos vachement moins élevé que la plupart des personnes, puisque c'est vraiment sur une logique de parcours. Je ne suis pas chercheur. Alors je suis psychologue, j'ai exercé en tant que psychologue en établissement pendant une dizaine d'années avant d'être très très frustré par la position du psychologue qui n'exerce pas de pouvoir et donc de chercher l'exercice de ce pouvoir sur les gens en tant que directeur. Oui, mes pulsions sadiques s'expriment régulièrement, mais j'essaye de me maîtriser. Donc un propos qui est vraiment sur l'expérience de terrain. J'ai pas de PowerPoint, mais j'ai quand même essayé de faire ça de manière intelligente. J'espère que vous verrez à quel point je le suis, même si je manque de culture. Ouais, je me lance des fleurs avant que vous ne le fassiez pas. Donc, par exemple, sur les politiques publiques, on sent bien qu'on est sous influence de ces politiques publiques sur le terrain. On connaît les textes de loi. On a du mal à mesurer à quel point nous les influençons. Je sais qu'on a cet exemple un petit peu de comment eux ils vont avoir, on cherche à dire les politiques publiques, il faut qu'elles aient un impact sur le terrain, il faut qu'il y ait cette transmission qui se fasse. On sent bien aussi qu'il y a quand même pas mal d'idées des politiques publiques qui viennent du terrain, du militantisme des associations et des citoyens, parce que mine de rien, on sait bien que nos politiques ne se bougent pas tant qu'on leur a pas dit qu'il fallait le faire. Pour tout ce qui est la question des lois qui sont peut-être un peu vieillottes, effectivement, on peut se dire que sur le terrain, on s'en saisit et on essaye de les faire avancer de manière constructive et cohérente avec l'humain. Et je suis très sensible à ce que vous avez dit sur l'humain, parce que c'est vraiment quand on va se référer à cette notion et quand on va essayer de faire preuve d'une forme d'intelligence, plutôt que de se référer à des textes, aussi bien faits qu'elles soient, les bonnes pratiques, les recommandations de bonnes pratiques, ne sont rien si on ne s'inscrit pas dans une réflexion éthique et humaine. Je suis parti un petit peu de la représentation de l'institution, parce que l'institution, moi on me l'a toujours présenté comme le mauvais objet en formation. C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'aliénation du sujet, qui vient limiter les droits, qui vient limiter justement l'accessibilité, qui vient limiter les possibilités d'inclusion. Et j'ai essayé de me dire, sur le terrain, comment on la vit, comment on la fait vivre et comment on la construit. Et je dois dire que c'est assez vrai, en fait. Moi, dans mon vécu professionnel, on m'a toujours dit qu'il faut trouver l'équilibre entre protection et autonomie des personnes. Donc je travaille dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap intellectuel au sein d'une association du mouvement parental. Donc tout ça, c'est un contexte qui fait que j'ai retrouvé au sein des établissements la nécessité, en premier, de protéger les personnes. Et alors, je ne parle pas de protéger en termes de protection des droits, comme vous l'avez évoqué dans votre intervention, mais vraiment en termes de protection physique, de protection psychologique, de protection physiologique, de protection à tous ces niveaux. Les proches aidants l'investissent de cette manière, les proches aidants qui confient leurs proches à un établissement, attendent de l'établissement qu'il en prenne soin et qu'il le protège. Ce qui est naturel, moi quand je confie mes enfants à une institution, ou quand bientôt, mes parents ne le savent pas encore, mais je les confierai à une institution, ouais, ils l'ont cherché, franchement. Mais du coup, j'attends quand même de cette institution qu'elle garantisse leur sécurité. Voilà. Donc je comprends ce mouvement-là. Mais la protection, elle vient en opposition complète avec l'autonomie, puisqu'on va protéger les gens malgré eux. Si on nous demande à nous de les protéger, c'est parce qu'on part du principe qu'ils ne sont pas en capacité de se protéger eux-mêmes. Et là, déjà, il y a un paradigme qui est très problématique dans ce qui m'a été présenté au fur et à mesure de mon parcours. Après, je travaille dans des associations du mouvement parental. Donc, autant vous dire que sur la question de la protection, c'est aussi des parents qui ont fait construire des structures pour que leurs enfants aient accès à la vie la plus ordinaire possible, mais protégés. Voilà. Donc il y a ce paradoxe-là qui s'exprime parce que, par exemple, on va en parler après, il y a des choses qui sont incompatibles, c'est-à-dire qu'il faudrait les protéger aussi des conséquences de leurs actes. Donc ça veut dire les protéger avant qu'ils aient une certaine expérience de vie, des conséquences possibles négatives sur leur existence. Donc il y a un domaine qui nous a permis d'avancer sur cette question, et je crois qu'on en parle cet après-midi en atelier, c'est le domaine de la vie intime, affective et sexuelle, où il y a vraiment des libertés fondamentales qui ont été mises en œuvre. Je trouve que sur le terrain, on a beaucoup avancé, et que cette liberté, elle est exercée.
Le droit à l'intimité est exercé dans beaucoup d'institutions. Je ne dis pas que c'est bien partout. Je vous dis qu'aujourd'hui, dans mon vécu professionnel, je trouve que c'est vraiment beaucoup plus positif qu'avant, puisque maintenant, on est confronté à la solitude. Donc, tous les obstacles légaux sont levés, les gens ont droit à des espaces d'intimité. Maintenant, la difficulté, c'est faire des rencontres. Voilà, donc, je ne dis pas que c'est la panacée, je dis juste que c'est une problématique qui est plus positive qu'avant, puisqu'on n'est plus dans un interdit, on est dans maintenant c'est la merde, il faut générer des soirées, aller faire des trucs, aller en boîte, et ça devient beaucoup plus sympathique à gérer. Pas plus simple, mais au moins c'est plus motivant. Mais en revanche, sur la question de la liberté d'aller et venir, on n'est vraiment pas au top dans les institutions, hein. Moi, on me questionne toujours sur le fait que, effectivement, n'importe qui peut sortir n'importe quand des établissements. Donc notamment, je suis directeur dans un foyer d'accueil spécialisé qui accueille peu de monde, hein. Il y a 15 personnes en internat, 10 personnes en accueil de jour. Rien n'est fermé. Et quand je fais une réunion de pré-accueil pour quelqu'un, donc pré-accueil, sachant qu'on n'a pas de place, hein, on va en revenir sur les budgets, sur les politiques publiques, sur l'argent qui devrait venir avec. Qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas d'argent, qu'on me dise qu'on choisit de ne pas aller chercher l'argent là où il est pour ne pas le mettre là où il faudrait le mettre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est choquant pour beaucoup de parents qui accompagnent leur enfant, c'est de dire, mais en fait, nous, on ne s'opposera pas à ce qu'ils sortent. Donc non seulement c'est pas fermé à clé, mais en plus, quand on dit, si la personne souhaite partir, on ne va pas la retenir, on va lui expliquer des choses, mais on ne va pas la retenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très compliqué à intégrer, et je le comprends. Les parents qui arrivent, ils connaissent leur enfant, ils connaissent le parcours de leur enfant, et ils savent très bien qu'il peut se mettre en danger à l'extérieur. Donc ce dialogue-là existe autour de la liberté d'aller et venir, mais de fait, on attend de l'institution de restreindre la liberté d'aller et venir des personnes. Il y a aussi quelque chose auquel je suis confronté régulièrement, c'est les conséquences légales des actes des personnes. C'est-à-dire que c'est choquant pour des parents, pour des accompagnants, même pour des administrateurs et pour des professionnels, que quand un résident tape quelqu'un d'autre, on rappelle à la victime qu'elle a le droit de porter plainte. C'est encore plus choquant quand la victime va vraiment porter plainte et quand la gendarmerie débarque dans l'institution. Néanmoins, c'est une conséquence normale. Alors après, dans les faits, ça n'arrive pas tous les jours. Alors ça arrive très régulièrement qu'il y ait des violences, de l'agressivité, mais que la police intervienne dans la structure, c'est plus rare. Mais ça reste un enjeu où mes administrateurs sont assez opposés à ce qu'on met en place et me rappellent qu'on aurait pu régler ça entre nous. Alors ce qui est très choquant, c'est qu'on aurait pu régler ça entre nous en cas de coups et blessures, mais également en cas de viol. Ça m'est arrivé qu'on me le retourne, franchement, ouais, j'entends le « oh putain ». Ouais, je suis d'accord, mais voilà, on aurait pu régler ça entre nous en premier. Donc voilà quand même, je suis désolé, je tresse un tableau de l'institution qui n'est pas positif, mais je pars de ça, voilà, pour vous dire après ce qu'on fait et le fait que c'est pas une fatalité et qu'il y a vraiment des leviers pour le travailler. Ça vient aussi prendre sa racine dans le fait qu'on confisque la responsabilité des personnes pour elles-mêmes. Donc à la fois par rapport à la liberté d'aller et venir, à la fois par rapport aux conséquences légales, on se dit ils sont irresponsables. J'entendais le terme de vulnérabilité tout à l'heure. Il faut savoir que quand on a affaire aux gendarmes ou à la police, c'est pas rare qu'ils nous disent bon, de toute façon, c'est des personnes handicapées, voilà, ça sera traité vite fait, mais ça n'ira pas plus loin. Et il y a un gendarme une fois qui m'a dit mais de toute façon il est responsable. Et quand je lui ai posé la question de manière extrêmement naïve, j'ai fait excusez-moi mais c'est pas au juge de prononcer une irresponsabilité dans le cadre d'une instruction. Il me fait oh si bien sûr, voilà. Donc la loi existe, la loi est là, elle n'est pas appliquée telle qu'elle, on peut contribuer à ce que ça avance, mais voilà, c'est pas le cas aujourd'hui. Et puis après il y a aussi en parallèle de l'institution, on travaille avec des personnes qui sont sous mesure de protection. Donc on en parlait par rapport aux mesures de protection qui... Alors en France, ça y est, on confisque plus systématiquement non plus le droit de vote, mais ça a été le cas pendant longtemps. La réforme, elle date de quand ? 2017 ? Donc c'est 2018. Enfin voilà, c'est hier, quoi. Donc on peut s'enorgueillir du droit de vote qui est préservé, mais effectivement, c'est récent. Et alors, je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport au programme en facile à lire et à comprendre, on en est loin encore. Puis je rebondirai sur le fait que le facile à lire et à comprendre, moi j'en aurais besoin pour comprendre certains programmes. C'est quand même... voilà. Puis après, s'ils croyaient à ce qu'ils mettent dans leur programme, ce serait encore autre chose. Donc cette question du représentant légal, il y a quand même un effet aliénant. Dans les associations de mouvement parental, je ne peux pas le généraliser ailleurs, vous pourrez parler de vos expériences et de vos témoignages, mais moi ce que je vois, c'est que c'est souvent une forme de renouvellement de l'autorité parentale au niveau symbolique. C'est pas le cas au niveau légal, mais au niveau symbolique, il y a cette question de dire je décide pour mon enfant, même quand il a passé 18, 20 ans, c'est moi qui continue à décider pour lui. Et même pour des professionnels qui sont extérieurs, qui ne sont pas forcément des proches aidants, il y a des tuteurs, des curateurs qui sont dans cette mouvance de dire c'est à moi de décider. Voilà. Maintenant,
Comment on fait avec tout ça? D'abord, je bois une gorgée et je reviens vers vous. Donc, passé directeur, il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça, parce que je suis quelqu'un de jeune, c'est vrai. Je me suis servi de l'expérience du psychologue et puis de la réflexion qu'on a dans ces espaces-là autour de ce que doit être quelque part l'accès au droit commun, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est l'accès au droit commun. Et je ne pense pas être le seul à le faire, mais je positionne l'institution comme un tiers. C'est-à-dire que, pour moi, l'institution, elle fait tiers entre la personne et son entourage, pour faire valoir ses droits. Donc je sais que ce n'est pas le rôle premier de l'institution, normalement ça c'est le rôle du représentant légal qui est censé garantir l'exercice des droits, mais dans la mesure où ce n'est pas le cas, on avance en disant, nous en tant que professionnels, on va rappeler que c'est la personne qui décide pour elle-même, malgré une déficience intellectuelle. Parce qu'on est tous un peu déficients intellectuels, hein. On n'est pas tous efficients de la même manière, on a tous des difficultés dans certains domaines, et si être supérieurement intelligent permettait de faire les bons choix de vie, voilà, ça se saurait, hein. Je pense qu'il n'y a pas de corrélation entre un parcours de vie réussi et une intelligence supérieure. Donc, vraiment, j'en suis arrivé à positionner qu'il n'y a pas besoin de protéger les personnes. Ça ne se fait pas. Protéger les personnes, c'est un prérequis qu'on a balayé maintenant dans l'établissement, qu'on est en train de réécrire le projet d'établissement. On a dit non, ça ne démarrera pas par ça et ça ne sera pas le cas. On va fournir une base de sécurité en disant l'établissement, ça permet à la personne de se sentir bien, d'avoir des repères et de pouvoir s'ouvrir à l'extérieur. Ça rejoint un petit peu les théories en psychologie du développement sur la notion de base de sécurité en disant que si on fournit cette base de sécurité, ça permet à la personne d'explorer son environnement de manière plus sereine. Pareil, il n'y a pas d'obstacle au choix des individus, on n'a pas à les protéger des conséquences. Si quelqu'un nous dit qu'il veut passer le permis de conduire, il n'y a pas de problème. On l'accompagne jusqu'à l'auto-école, on l'accompagne dans les démarches et on lui permet de se confronter tout simplement à ce qui va se passer, mais c'est jamais l'accompagnant qui va dire non à la personne. Juste faire ses choix, être autodéterminé, ça ne veut pas dire faire ce qu'on veut. Vous, moi, on a des contraintes, on rencontre des limites, on a des réussites et des échecs. C'est la même chose pour tout un chacun. Même si, dans le cadre de la personne qui présente une déficience intellectuelle, je trouve qu'il y a une représentation dans la société qui est très du côté de l'enfant et très du côté de l'incapacité, du présupposé d'incapacité et d'incompétence. Si on balaye ça, vraiment, on se rend compte qu'en accompagnant les gens, ils montent en compétence par eux-mêmes, pour eux-mêmes, et dans leur connaissance de leur situation et dans l'auto-évaluation de leur situation. Mais ça nécessite de ne pas les priver de ces expériences de vie. Il y a aussi une différence entre ne pas protéger et mettre en danger volontairement la personne. Quelqu'un qui décide que son objectif c'est de sortir seul dans la rue, oui, on va l'accompagner dans des étapes. On va lui proposer des étapes. Ma difficulté aujourd'hui, c'est qu'on travaille avec des personnes qui sont très dociles. Je le dis avec ce terme volontairement. Aujourd'hui, quand je propose à une personne accueillie en foyer d'accueil spécialisé un projet, la personne va me dire oui. Il est extrêmement rare qu'elle s'y oppose. Et donc on travaille à comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'opposition. Autant dire que mes collègues ne sont pas toujours très ravis. Mais ça vient vraiment, vous voyez, c'est pas anecdotique de se dire, on a l'habitude d'exercer le pouvoir. Et c'est un pouvoir indu. Je vais y venir au fur et à mesure. Donc, accompagner cette confrontation au risque, la réfléchir en fonction du parcours de vie de la personne aussi, c'est important parce qu'on travaille avec des personnes qui ont un parcours institutionnalisé. Des gens qui n'ont pas pu faire ces expériences de vie. On est nombreux à avoir eu une adolescence où on a expérimenté la prise de risque. De manière un peu extrême pour certains d'entre vous, voilà, mais c'est vrai que cette prise de risque, elle n'est pas possible de la même manière en situation de dépendance, quand on dépend de ses parents pour tout, pour avoir des déplacements, le développement des zones d'intimité n'est pas le même. Donc, comment est-ce qu'on fait pour accompagner en respect du parcours de vie sans se dire on va enlever juste les barrières et se dire on y va, allez, picobello, c'est la fête du slip et on lâche tout. Ouais, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de vocabulaire universitaire, donc de temps en temps il y a un fête du slip qui se glisse dans mes phrases. Je voulais aussi, avant de passer à ce qu'on fait et ce qu'on met en œuvre sur le terrain, parler de la contrainte incompressible. Mine de rien, il y a pour moi 2 composantes qui sont, on peut même dire 3 dans ce domaine-là, qui sont incompressibles. La première, c'est la composante de la collectivité. L'institution, l'établissement aujourd'hui, c'est une collectivité. La collectivité, c'est côtoyer des gens H24 qu'on n'a pas choisis. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez des villas à la campagne où vous ne croisez pas de voisins, il n'y a pas de bruit de tondeuse, mais vous êtes la minorité. La plupart d'entre nous, on sait ce que c'est que de côtoyer des gens au quotidien, et on sait ce que c'est que l'autre soit d'abord une contrainte.
Le voisin qui fait du bruit régulièrement le soir au moment où vous allez vous coucher, c'est une contrainte. Accueillir l'autre comme une rencontre, ça nécessite de ne pas être dans la contrainte permanente. L'institution, elle empêche ça. Ça, c'est une contrainte que je trouve incompressible. Aujourd'hui, l'établissement collectif, il impose des espaces de collectivité qui viennent réduire l'énergie psychique des gens. Et donc, on se retrouve quand même avec ça en contrainte première. Et aujourd'hui, je la trouve incompressible. Si on trouve des solutions, ce sera top. Mais l'accueil collectif amène cette contrainte incompressible. Un petit tapage sur la montre, c'est-à-dire qu'il me reste combien de temps ? Il reste peu de temps. Peu de temps ? Très bien. La deuxième, c'est la dépendance et le fait que les gens ont besoin d'un accompagnement, effectivement, dans les actes de la vie quotidienne. Ça nécessite d'être avec quelqu'un et de dépendre de quelqu'un. La troisième, c'est par rapport à tout ce qui est déficience cognitive. Mine de rien, vous parliez de l'accès à l'information, du facile à lire à comprendre. Aujourd'hui, je ne sais pas comment m'assurer pour les personnes qu'on accompagne avec certains niveaux de déficience intellectuelle qu'ils aient accès vraiment à l'information, à la mémorisation. Et là, je suis en galère. Voilà. Réduction de la contrainte. On travaille sur la contrainte indue. Déjà, le droit à l'intimité. C'est pas très compliqué de ne pas tout transmettre par rapport aux personnes. Je parle même pas encore du droit à l'espace qui ferme à clé, mais vraiment de l'intimité dans les transmissions. C'est dans nos pratiques professionnelles, on doit pouvoir discuter des personnes sans arrêt mettre sur la place publique en réunion leur vie privée. Le droit à la vie privée aussi, c'est un espace qui ferme à clé et dont on a la clé, que les résidents aient les clés de leur chambre, ça n'a pas toujours été le cas. Et la libre gouvernance de ses horaires. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'on puisse prendre son petit-déj quand on le souhaite ? Donc, c'est-à-dire que dans nos établissements, aujourd'hui, il n'y a pas d'horaire de petit-déj, il n'y a pas d'horaire de déjeuner, il n'y a pas d'horaire de dîner. Oui, il y a une contrainte collective au fait que ça soit préparé en collectif, par exemple, pour les déjeuners et pour les dîners, c'est-à-dire que c'est à partir d'une certaine heure, et on met les repas de côté le reste du temps, si quelqu'un ne veut pas venir manger à l'heure. Dans les faits, très peu de gens s'en saisissent. Quoique le petit-déj, c'est vraiment entre 7h et midi, et il y a des gens qui enchaînent midi et midi 10 le repas, ça, c'est pas de souci. Donc, comment réfléchir à l'organisation institutionnelle pour qu'elle ne prenne pas le pas sur la vie individuelle des personnes et comment faire pour qu'on réduise notre confort de fonctionnement. Et bien souvent, c'est même pas notre confort. Franchement, servir le petit-déj sur le haut long cours, ça n'impacte pas le confort de vie des travailleurs. C'est plus comment est-ce qu'on sort de nos habitudes, comment est-ce qu'on sort du « ah » et comment on se pose la question de « mais pourquoi on fonctionne comme ça déjà ?» Et j'en arrive, et je vais essayer d'aller vite là-dessus, sur l'éveil de la participation et de l'autodétermination. C'est vrai qu'il y a plusieurs outils, les projets individuels, de se dire que c'est la demande de la personne qui prime et qu'elle a le pouvoir de décision. Là, je le dis comme ça, mais je vous jure que c'est un travail énorme pour se dire, c'est pas parce que le parent vient ou parce que le tuteur vient en disant « ouais, non, mais en fait, on va faire comme ça et faire... » Mais c'est pas vous qui décidez. Moi, je renvoie systématiquement au juge quand on me demande de prendre une décision coercitive vis-à-vis d'un résident. J'explique que je n'ai pas de pouvoir carcéral, pas de pouvoir coercitif, et que ça passe par le juge des tutelles. Voilà. Et très vite, quand je leur dis d'écrire au juge des tutelles, c'est bon, finalement, il n'y a pas besoin. On fait toujours appel à des tiers extérieurs compétents pour les domaines qui ne relèvent pas de notre compétence. Dès qu'il y a des troubles psychiques, on fait appel à des psychiatres, on fait appel à des partenaires extérieurs. Dans la vie intime, affective et sexuelle aussi, on fait appel au planning familial, on fait appel à Sexual Understanding pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est toujours se dire, nous ne sommes pas compétents dans les domaines, et comment est-ce qu'on fait appel à un tiers extérieur pour nous aider dans la réflexion éthique, et la personne restera décisionnaire. Je rappelle que même une ordonnance du médecin, c'est pas un pouvoir d'injonction. C'est pas parce qu'il a dit qu'il fallait prendre tel médicament que la personne n'a pas le droit de le refuser, y compris avec une déficience intellectuelle sévère. Des réunions résidents, avec la difficulté que les réunions collectives, je ne sais pas toujours comment on exerce le pouvoir démocratique avec des difficultés de compréhension individuelle. Ça, c'est quand même un enjeu sur lequel on essaie de travailler. Aujourd'hui, les résidents chez nous, ils ont la gestion d'un budget. Ils récupèrent de l'argent au travers d'actions. C'est eux qui décident de ce qu'ils font des dépenses. Canapé, télévision. Je vous assure qu'on n'achète pas trop de livres. J'y vais vite. Participation aux décisions d'investissement. Décision sur les règles d'accès à la structure. C'est eux qui décident comment on accède aux structures et puis comment les parents y sont reçus. Je pense que le but, c'est pas d'aller vite, mais de conclure. Commission de recrutement. C'est eux qui recrutent les salariés. Et voilà. La conclusion, c'est que c'est vraiment nécessaire de réfléchir sur les zones de pouvoir de chacun. Dans l'institution, hors l'institution, le pouvoir éducatif, le pouvoir hiérarchique. L'abandon du pouvoir de l'éducateur, c'est quelque chose de compliqué. L'abandon du pouvoir de directeur aussi. Mais il n'empêche que c'est en structurant tout ça qu'on devient vraiment respectueux de chacun. Je pense que dans la société, on subit tous le pouvoir de quelqu'un d'autre. On sait bien que quand quelqu'un a le pouvoir sur nous, majoritairement, il l'exerce de façon négative. Donc comment est-ce qu'on fait pour sacraliser le pouvoir individuel plutôt que l'écrasement du pouvoir individuel par le fonctionnement collectif ? Et en conclusion, je dirais que décider pour quelqu'un, c'est pas l'infantiliser, c'est le priver de son statut de sujet. C'est grave, c'est pas admissible, on ne peut pas fonctionner comme ça. Merci. Merci.
Merci beaucoup Antoine pour ce bel exposé et puis ces belles illustrations-là qui montrent bien la tension qu'il y a entre finalement la protection et puis l'inclusion. Enfin, tension en tout cas, équilibre à trouver entre les deux notions. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques à faire? Je vous en prie, allez-y madame. Le concept de l'autodétermination, il me fait penser à plein de choses. Et de votre expérience, j'aimerais bien... Des fois, on se demande en tant qu'accompagnateur, rééducateur, on se demande jusqu'où... Où est-ce qu'est la limite de l'autodétermination? Des fois, on a l'impression, entre collègues ou entre toutes les personnes, d'assister au naufrage des personnes. Avec ce concept d'autodétermination où on n'arrive pas à se saisir des limites en même temps et de la liberté. Donc voilà, j'aimerais bien, de votre expérience, voir comment vous répondez quand vous avez les professionnels, les personnes accompagnées qui vous disent j'assiste au naufrage de cette personne. Je dirais il n'y a pas de limite à l'autodétermination en fait. Ça c'est vraiment le préambule. Il n'y en a pas. Voilà. Après, sur la question du naufrage, ce que vous appelez un naufrage, c'est quelqu'un qui se laisse aller. Oui. Quelqu'un qui va pas bien. Bah ouais, c'est là qu'on va s'intéresser à la personne, qu'on va creuser. Nous, typiquement, l'enjeu, c'est on a un accueil de jour dans lequel les activités ne sont pas obligatoires. Ce serait pas cohérent si je vous avais balancé tout ça puis je vous ai dit que les activités sont obligatoires. C'est pas des activités professionnelles, donc il n'y a pas de raison qu'elles soient obligatoires. Ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, ils y vont s'ils veulent. Et donc on a effectivement des personnes qui, au long cours, n'allaient plus nulle part et ne sortaient plus de l'établissement. Bah là, on va s'intéresser a posteriori à la situation et travailler avec la personne et réfléchir ensemble au risque de l'isolement. Est-ce que la personne est en conscience du fait qu'elle s'isole? Est-ce qu'elle a besoin d'accompagnement pour prendre conscience? Est-ce qu'elle est en difficulté pour exprimer aussi le fait qu'elle est en train de s'isoler? Donc on travaille la situation. Mais avec la personne, le niveau institutionnel reste sur l'autodétermination complètement. Et avec la personne, c'est venir s'intéresser à quelqu'un qui va pas bien et qui exprime au travers de son comportement qui va pas bien. Mais je dirais, parce que quand on parlait de la limite protection, autodétermination, je dirais ce qu'on oublie, c'est le risque à ne pas laisser les gens s'autodéterminer. Il faut savoir que la perte de la dimension projectuelle chez les adultes en foyer, elle est très très fréquente. C'est-à-dire qu'on rentre en foyer et on ne s'imagine plus un autre avenir parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Or, ce phénomène, il vient mettre les gens en dépression et souvent en dépression à bas bruit. Franchement, les gens dépressifs à bas bruit en institution, on adore. Ils font pas de bruit, ils sont dans un coin, dans un couloir, il n'y a même pas besoin de s'en occuper. C'est génial. Du coup, ce phénomène-là dépressif, il est préalable à des phénomènes somatiques. On parlait de perte de 6 ans d'espérance de vie tout à l'heure. Là, c'est bien plus, puisqu'il y a tous les troubles somatiques qui vont se développer. Donc, j'interpelle vraiment sur le risque à ne pas laisser les gens s'autodéterminer davantage au risque de l'autodétermination. Oui, il y a un glissement, mais c'est normal si on a vécu aussi dans un parcours de vie où on était sans arrêt sursollicité, surstimulé, d'un seul coup on lâche tout, c'est ce que je vous disais. Le lâcher tout en fait, c'est pas non plus respectueux de l'autodétermination parce qu'on a oublié que la personne avait un parcours de vie avant. Ça, on peut pas le laisser complètement de côté. Voilà, j'espère que ça répond un peu à votre question. Ouais, il n'y a pas de réponse exacte. Merci à vous, il y a encore une deuxième question. Je reconnais bien votre talent d'avoir trimballé le droit au choix, le droit au risque, depuis votre gibecière de psychologue jusqu'au sac à dos du directeur. Mais pour autant, et vous le faites avec un discours qui plaît. Et je voudrais simplement vous dire aussi que l'EHPAD bashing ou l'institution bashing dont nous sommes actuellement les victimes, 92% des institutions pour personnes âgées sont déficitaires. Eh bien, ce bashing est une autre forme d'aliénation dont on parle peu, dont on parle pas, et qui est extrêmement préoccupante depuis les politiques publiques jusqu'aux actions citoyennes. J'aurais voulu entendre de votre bouche aussi que c'est l'intelligence collective à tous les niveaux qui pourra nous apporter des solutions qui sont acceptables et qui sont, mais ça vous l'avez très bien dit, balancées par le fait d'être à plusieurs de décider, et que je crois que quand on est plusieurs, on ne déconne pas tous le même jour à la même heure. Merci, et c'est bien parce que ça me permet d'arriver vers la conclusion que Frédéric m'a coupée. Mais c'est vraiment cette question de dire qu'aujourd'hui, par exemple, on oppose les logements inclusifs aux institutions. C'est vraiment tarte à la crème de partir du principe que parce qu'on a appelé ça logement inclusif, ça va l'être. Pour moi, c'est quel que soit l'espace, quel que soit le mode d'accompagnement, c'est la réflexion sur ces zones de pouvoir
et la sacralisation du pouvoir individuel de la personne, et donc la transparence aussi, hein, dans le fait que des fois c'est écrasé, qui fait qu'on arrivera vers quelque chose qui est mieux. Alors en fait je vous dirais, si on réfléchit à fond là-dessus, j'aimerais moi en tant que citoyen être traité comme ça, et je trouve que c'est pas le cas. Je trouve qu'il y a un projet de société complet par rapport à ça, et en partant de cette réflexion sur l'institution et sur le handicap, pour moi il y a une réflexion de société globale, et un positionnement à défendre sur le pouvoir d'agir de chacun, et qu'on arrête d'être privé de ce pouvoir de décision individuel par des autorités non légitimes. Merci beaucoup à Antoine pour ce mot de la fin.